bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique. Et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De La Belle et la Bête, nouvelle adaptation live du film tant célèbre de Disney. Un film qui plonge le spectateur dans ses souvenirs d'enfance, retrouvant un peu de cette magie nostalgique. Il est difficile de passer outre en tant qu'adulte. Mais les films ne sont pas censés nous replonger dans une émotion passée, mais nous faire découvrir quelque chose d'actuel. En ce sens, c'est dommage que le cinéma ait emprunté la voie de la mise à jour du système plutôt que de créer de nouveaux contes originaux. Le film se révèle donc sans surprise et ne pourra sans doute pas être considéré comme un grand classique de Disney, mais juste comme un film qui permet de se replonger dans un classique de Disney. Le film néanmoins est assez inoffensif, et on passe un très joli moment devant. Ce n'est pas à voir comme une comparaison, mais un plus, à prendre ou à laisser. En plus, il y a pas mal de bons points que l'on peut relever. Par exemple, j'ai trouvé que Luke Evans était particulièrement convaincant dans le rôle de Gaston, et son duo avec le fou fonctionne à merveille. Ils sont hautement crédibles et apportent beaucoup d'humour. L'ensemble des domestiques sont vachement bien retranscrits, que cela soit Lumière, Big Ben, l'armoire, le piano, il y a juste la théière et Zip qui dénotent un peu des autres. Tout est beau visuellement, un grand travail a été consacré. Les décors, les costumes, l'ambiance, le château en particulier, l'intérieur est vraiment magnifique, avec une grande richesse dans les détails. On le voit sur chaque mur, chaque meuble, même les briques, c'est assez dingue. Le sol, le plafond, tout est raffiné et inspiré. Le visuel parle de lui-même et tout vient appuyer et exprimer les émotions des personnages. Il y a de nouvelles chansons ajoutées, bien pensées. On retrouve également toutes les musiques de Disney, mais si vous vous êtes laissé prendre au jeu de chanter dans votre tête en même temps, alors on remarque qu'il y a quelques modifications au niveau de la rythmique et dans certaines paroles, mais rien de gênant. Ça peut juste un peu déboussoler lors de la première musique dans le village. Bonjour. Il y a un vrai côté décomplexé et exacerbé, mais assumé, ne pouvant clairement pas faire mieux que l'animation d'origine. Il manque néanmoins dans l'ensemble un petit quelque chose, une étincelle qui permettrait au film de vraiment s'imprégner sur nous. Ça manque d'iconisation, de scènes qui ont de l'impact. Ça ne rend pas le récit épique, comme ça aurait pu l'être. La scène du bal, qui est quand même la scène ultime, n'est pas plus marquante que ça. Elle n'est pas l'apogée émotionnelle du film. Ça reste juste un plaisir de revivre la scène, mais pas de la découvrir au sein du film. Il y a plusieurs séquences qui se veulent magiques, mais sont floutées par les lumières, ou les étoiles un peu éparpillées dans tout le plan. Il y a aussi la scène où la bête fait peur à Belle, que je n'ai pas trouvée convaincante. La bête ne fait jamais peur, du coup les enjeux ne sont pas du tout orientés de la même manière. La bête reste rassurante, elle n'est jamais menaçante. Il n'est pas laid, il n'est pas repoussant, c'est plus l'idée que ce soit une bête qui réfute, mais ça manque de violence, d'agressivité, d'horreur. La séquence de l'attaque des loups est encore bien trop gentille pour rendre la bête redoutable. Il y a aussi le château qui à la base est horrifique, mais ici au contraire, il est beaucoup plus travaillé, et on a même envie d'en voir plus, de zoomer sur certains plans pour voir tout le design. De même pour la forêt ou les loups. Tout est menaçant dans l'animation de Disney, mais pas ici, on ne se sent jamais en danger. Alors sinon, il y a tout l'aspect sur le sens de l'histoire, fort intéressante par la foule de détails exposés. Par exemple, les loups qui n'entrent pas dans le château, car ce n'est pas leur territoire, mais on peut aussi le voir comme le fait qu'ils n'ont pas accès à la culture. J'ai bien apprécié la scène d'ouverture, faisant partie des scènes rajoutées. Elle se dépeint comme une fresque universelle. C'est un bal cosmique où le prince du monde danse entouré de ses anges. Il y a d'ailleurs une belle opposition entre le prince vêtu de noir et les autres vêtus de blanc. Le prince est comme le soleil, dont toutes les planètes lui tournent autour. On y voit des gens de couleur. C'est pour représenter la lumière et les ténèbres qui sont unis à la base et finissent dissociés lorsque l'on entre dans le monde des humains. Malgré cette grandeur apparente, il manque quelque chose au prince que lui-même ignore, parce que c'est enfoui, dissimulé en lui. Et c'est ce qui attire la créature enchanteresse. Et quand elle apparaît, elle illumine littéralement la pièce, ainsi que tous les occupants du château. Elle est comme une lumière qui se trouve à une sphère encore jamais atteinte. Elle est aveuglante, terrifiante, et leur fait de l'ombre. C'est la lumière de la vérité, de la conscience, qui chasse tous les occupants qui ont atteint trop de connaissances. Un peu à l'image des anciennes civilisations qui s'auto-détruisent en parvenant aux limites de leur évolution. Dans ce village, l'homme est retombé au niveau le plus bas, au point de condamner la connaissance et rester dans l'ignorance. Quelque part, on pourrait se dire que c'est pour ne pas rééditer les mêmes erreurs de grandeur, ne pas offenser la lumière divine. Les villageois n'ont pas de rêve, de désir ou de but quelconque. Seuls les accomplissements de Gaston leur permettent un statu quo. Gaston est au sommet hiérarchiquement, il est comme le héros, le guide, quelqu'un que l'on admire. D'un autre côté, les villageois rejettent Belle, car elle est différente, mais c'est parce qu'elle représente ce que les gens se cachent à eux-mêmes. Une sorte de beauté qui les habitait autrefois, mais qui a été oubliée, comme le château.
À la fin, on constate que tous les habitants appartenaient au château. C'est comme s'ils avaient été chassés et que tous ceux qui dansaient étaient les villageois et que le prince était Gaston. Ainsi, tous les villageois retrouvent cette chose perdue, l'amour, leur rose personnelle. Le fou d'ailleurs représente bien l'idée de détachement par rapport à Gaston, ce qui lui permet de se rendre compte qu'il possède sa propre individualité et qu'il peut s'accomplir par lui-même. C'était aussi un peu l'idée de la scène où l'armoire transforme l'un des villageois en diva, lui permettant de se trouver et de se libérer. Le château représente l'individu, ce qui est interne, invisible à l'œil nu. Et ce qui l'entoure est l'extérieur, la surface des choses. Réunir les couples, c'est aussi réunir les différences, ou de tout ce qui nous sépare au quotidien. Jouer sur l'ethnie renforce le message entre la partie lumineuse et l'ombre de l'être humain, qui finissent par se rejoindre et former un tout. Tout le jeu sur le miroir était vraiment excellent aussi. Gaston se regarde dans la glace et comme on le voit, il se voit lui-même, se parle à lui-même. Ça fait des séquences amusantes, mais c'est surtout le fait qu'il reflète ce qu'il est, ou plutôt ce qu'il pense être, ce qu'il croit renvoyer autour de lui. Il est à l'image de ce miroir, ordinaire, primaire et sans fond. Tiens d'ailleurs, dans la version d'origine, c'est pas ce que dit Belle à Gaston à un moment donné. Tu es un être analphabète, basique et primaire. Merci du compliment. Un truc du genre. Vers la fin, Belle arrive avec le miroir. On le dit magique, mais c'est parce qu'il retranscrit la manière dont Belle perçoit les choses, au-delà du visible. Elle donne accès à Gaston à une vision plus introspective en lui montrant la bête. Car ce que Gaston voit, c'est ce qu'il est au fond de lui-même, la bête. Et il répercute sa vision d'horreur à son entourage, qui eux, n'ayant aucune identité, suivent la voie du leader, comme contaminés par lui. S'il avait aimé la bête, alors tout le monde l'aurait aimé. Belle est rejetée parce qu'en son contact, les gens sont confrontés à une vérité qu'ils fuient, ne voulant pas se regarder en face, et préfèrent rester dans leur petit monde cloisonné, dans leur certitude. Ce n'est pas la bête qui est terrifiante, mais ce qu'elle inspire en l'homme. Et pour y remédier, l'homme part en quête de la détruire, sans voir qu'il va se détruire lui-même. Ce qui est intéressant avec Gaston, c'est que contrairement à tout le village, il est attiré vers la Belle, même s'il ne la comprend pas et que ce n'est qu'un trophée de plus pour lui. Son ambition personnelle le pousse vers quelque chose d'autre. Sa mentalité de conquérant, de chasseur, lui donne accès à un niveau supérieur. À travers la Belle, il a accès à la bête, sa bête intérieure. Et dans le combat final, les villageois restent en bas, là où Gaston est le seul qui grimpe le menant à la bête. Parce qu'il est le seul qui en a conscience, qui lui suscite un intérêt. Il n'est pas ignorant en ce sens-là. Il utilise juste d'autres types d'émotions ou de désirs qui lui permettent de gravir les échelons et de lui ouvrir les portes de l'évolution. Gaston pourrait très bien être un héros en soi, où la Belle et la Bête en seraient les projections. Lui aussi lutte contre quelque chose, il ne renonce jamais, ce qui est une bonne vertu. C'est un guerrier qui a été éduqué à conquérir et à détruire. C'est d'ailleurs une bonne opposition sociale avec le prince, qui lui est de statut royal. D'ailleurs, toute cette histoire que la Bête est ainsi à cause de son père, si on veut, mais pourquoi ne pas avoir fait de même pour Gaston, et montrer son passé ? En faisant ça, il n'y aurait plus aucun repère sur l'antagoniste. De plus, il y a une corrélation entre les deux hommes, car Gaston représente ce que la Bête était autrefois, un être de surface, qu'il parvient d'ailleurs totalement à conjurer dans son affrontement final, contre lui-même et non Gaston. Les deux veulent posséder la seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir, sauf que Gaston fait le chemin physique, là où le prince fait le chemin intérieur. D'ailleurs, ça me fait penser à un film ou un téléfilm italien, La princesse et le pauvre, où une princesse est partagée entre deux hommes, l'un qui est très extériorisé et viril, et l'autre plus intériorisé, mais sensible. Ah oui, c'est celui qui avait fait les cavernes de la Rose d'Or, Lamberto Bava. La méthode de Gaston est celle de l'ancien temps, où l'on détruisait physiquement tous nos conflits internes et mentaux, car l'on n'avait pas conscience que tout provenait de l'intérieur. Il y a plein de jolies scènes comme ça, assez symboliques. Par exemple, la scène où Belle va dans l'aile ouest. Tout est sombre, délabré, détruit, et la rose est au plus loin de la pièce, vers l'ouverture du balcon nappé du clair de lune. Et la bête, à l'extérieur, entre pour empêcher la Belle de toucher la rose, ou plutôt de le toucher lui de l'intérieur. La scène est moins bien réussie en ce sens dans ce film live. Dans le dessin animé, Belle enlève la protection de verre de la rose, et la bête s'empresse de la renfermer, de la protéger, comme s'il s'agissait de son espace vital, privé. Juste avant ça, il y a le passage sur la peinture déchirée. Certes, il ne peut plus se regarder, car il se dégoûte en tant que bête, ne pouvant plus se confronter à ce qu'il était avant, mais c'est aussi dans le sens qu'il maudit ce qu'il a été. Et déchirer la toile, c'est détruire le voile des apparences trompeuses, celles dont Gaston raffole au quotidien, bien mis en évidence dans la scène du miroir public. Dans le dessin animé, Belle prend les morceaux déchirés de la toile pour reformer, restructurer le visage de la bête. C'est elle qui détient la clé de son identité. Si la beauté provient du cœur, et qu'elle est comme une rose, alors la bête est la gardienne de cette rose. Et pour l'atteindre, on ne peut passer que par lui. Mais Gaston la rejette, plutôt que d'accepter cette partie de lui pour la changer.
C'est ça qui le conduit à sa chute, cet acharnement à ne pas s'ouvrir et accepter ce qu'il est. Là où la bête se remet en question, découvre le renoncement et le sacrifice de soi. À la base, pour le prince, tout tombe du ciel, tout est un dû, un peu comme dans Star Wars où Luke sort de nulle part, les plans de l'étoile noire déjà acquises. Là où dans Rogue One, l'idée est de montrer que rien ne tombe du ciel justement, que ce sont des individus lambda qui, par leurs actions et leur volonté, sont parvenus à dérouler le tapis rouge pour faire apparaître l'espoir. Mais ce n'est pas un dû, ça a été forgé, comme un tour de magie, ou ce qui conduit à la magie même. Plus Gaston est dans l'obsession, plus il s'isole des autres. Le fait de finir face à face avec la bête montre qu'il est isolé depuis le départ. La bête est le morceau en Gaston qui est isolé du reste du groupe. Il se pourchasse lui-même. Toutes ces étapes, c'est comme des signes que l'on donne à l'homme pour le tester, pour qu'il se rende compte, et à la dernière épreuve, ça passe ou ça casse. À la fin, Gaston n'a plus aucune branche sur laquelle se raccrocher. Le château s'écroule à l'image de l'égocentrisme et de l'ambition de l'homme. Ce qui s'effondre, c'est sa propre structure de personnalité. Il est au sommet, mais passe complètement à côté de la rose. Concernant les scènes en plus, ils ont rajouté à Belle un conflit intérieur pour montrer qu'elle est aussi un personnage à part entière, qui a son propre parcours. Ils utilisent le concept de la mère, un peu comme dans Batman et Superman, pour créer une connexion à la bête. Les deux ont été élevés par leur père, et sont à son image, bonne ou mauvaise. L'homme a continué sa vie en étant dissocié de ses racines, lié à l'image de la mère. Les deux ont perdu quelque chose qui leur crée de l'ombre, une étape non résolue qui empêche leur progression extérieure. Le père de Belle possède en lui le souvenir de sa femme, comme une rose qu'il garde à l'intérieur de lui. C'est quand il parle de la mère qu'il s'égare dans la forêt, et ça lui donne accès au château, parce qu'à ce moment-là, le père tombe dans ses propres tourments. On peut le voir que à la fois son génie lui donne accès au château, de la connaissance, et à la fois par le fait d'être prisonnier de lui-même, de ce souvenir non partagé avec Belle. À l'intérieur du père, il y a une rose, Belle, et c'est ça qui l'attire au château pour résoudre le conflit, un peu comme l'anneau unique qui attire son porteur. On peut aussi se dire que pour la bête, Belle est une image de sa mère. Elle est la beauté cachée à l'intérieur de la bête qui a été refoulée. Toute cette iconisation sur la mère, la rose rejoint le personnage d'Agathe, femme un peu mise de côté mais qui conjure le sort de la rose. Elle est la créature enchanteresse du début, la mère de toute chose. C'est ce conflit maternel qui les ont empêchés de connaître l'amour, la partie manquante à l'être humain, oubliée. La rose est symbolique dans ces aspects-là. Comme dans la mythologie, la rose est d'abord un personnage qui porte en lui toute une histoire. C'est à ce niveau-là qu'est la magie, par la valeur que l'on attribue à ce qui nous entoure. Quand on sort dehors au printemps par exemple, et que l'on voit le soleil, l'éclosion des feuilles, des bourgeons et toutes les variantes de couleurs, ça véhicule à l'intérieur de nous une émotion qui nous transporte, comme un éveil de désir, de beauté. C'est ça la magie, celle que l'on ressent et qui nous porte plus loin que la banalité. La belle est plus loin que la banalité. Et c'est pour cela que les gens la rejettent, alors qu'en réalité, eux aussi pourraient y avoir accès. Ils la mettent de côté sans voir que Belle est leur propre rose cachée sous verre. Il y a la face visible de l'iceberg et ce qu'il y a en dessous, ou plutôt à l'intérieur. Mais ce qui est figé comme cet hiver éternel ne peut le demeurer. L'esprit de l'homme est condamné au mouvement perpétuel, vers la résolution. Pour Belle, ce qui compte n'est pas qu'elle sache lire, mais le fait qu'elle soit attirée par la lecture, ou ce qui sort de l'ordinaire. Ces lectures l'inspirent à voir le monde d'une certaine manière, et donc d'avoir des attentes à cette mesure. Elle est attirée vers la connaissance, vers les rêves, elle se nourrit de romans qui la transportent, la téléportent à l'extérieur du village. Mais cela reste une illusion, car le père la protège d'une histoire réelle et triste. Et au château, par l'intermédiaire d'un livre magique, elle est téléportée à l'intérieur de sa vraie histoire. Un peu comme dans les figures de l'ombre, où on parle de la lune dans le sens qu'on y est déjà. À partir du moment où notre esprit prend conscience ou se projette quelque part, on y est déjà. C'est-à-dire que tout ce qui se fera par la suite aura comme moteur cette orientation, cette perception. Dès qu'une porte a été ouverte, un jour, quelqu'un la franchira. La transformation de la bête et du château est une introspection faite qui réussit, s'accomplit, et qui permet de l'intérieur de se transformer, de changer la structure visible du quotidien. La fin montre que les gens sont beaux à la base, ou en ont la capacité, comme le vilain petit canard. Belle est une partie de chaque individu. La Belle et la Bête n'ont pas de nom, ce qui les rend universels et intemporels. C'est une histoire qui se joue en chacun de nous, représentant ce que l'on est tous, ce que l'on possède tous, mais que l'on perd en grandissant, se focalisant plus sur les aspects extérieurs et superficiels des choses. On peut voir ainsi toutes ces adaptations de Disney à vouloir faire ressurgir chez l'adulte des émotions oubliées, de nous faire redécouvrir une magie enfouie en nous, un peu comme le père de Wendy à la fin de Peter Pan, où par le nuage, il se remémore quelque chose, mais en lui, pas de l'extérieur.
Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, même s'il y a encore pas mal de choses à dire, hein, en surface ou en profondeur. Genre il y a Lumière et Big Ben, qui sont la personnification de la lumière et du temps, un peu comme dans le film Beauté cachée. Pour que cet amour soit possible, Belle doit affronter l'amour, le temps et la mort. Ces contes mettent en avant que l'amour véritable est dénué de toute apparence, de tout intérêt. Il est véritable parce qu'il vient du cœur, et permet de franchir toutes les illusions. J'ai envie de finir sur 2 citations qui se complètent plutôt bien. L'amour sans éternité s'appelle angoisse. L'éternité sans amour s'appelle enfer. S'il existe un enfer en ce monde, il se trouve dans le cœur d'un homme mélancolique. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.